Le 21 janvier 1793, le roi de France Louis XVI est guillotiné. Dès lors, la plupart des monarchies européennes s'unissent contre la France. La Convention subit ses premiers échecs contre l'Europe coalisée, si bien qu'elle décide, le 24 février 1793, pour faire face à la baisse importante d'effectifs dans l'armée révolutionnaire française, la levée de 300 000 hommes en âge de se battre parmi la population. Cette levée d'hommes tirés au sort va être l'étincelle à un soulèvement populaire qui gagne de très nombreuses régions françaises. Déjà en 1790, la population rurale, très pieuse, avait très mal accueilli l'instauration de la constitution civile du clergé adoptée par l'Assemblée nationale constituante. Désormais, c'en est trop. En Vendée, une révolte populaire couve. De simples paysans déterminés demandent à des nobles vendéens de se mettre à la tête de leur insurrection. Hésitant au début, le sens du devoir de ces nobles sera finalement plus fort que tout. Une guerre s'engage entre d'un côté l'armée catholique et royale et de l'autre les républicains. Je vous laisse maintenant en compagnie d'Armand Bérard qui va vous faire revivre la vie héroïque des plus grands généraux vendéens. C'est leur histoire que nous allons vous raconter. Alors Jacques Catlinaud, c'est un des rares chefs vendéens qui n'était pas noble. Effectivement, il était roturier. Et Jacques Catlinaud est issu des Mauges, c'est l'actuel département du Maine-et-Loire, la partie sud du Maine-et-Loire. Et Jacques Catlinaud avait une vie semblable à celle de beaucoup d'autres paysans. Il était colporteur et voiturier. Il était connu par contre pour sa grande dévotion. Il était un fervent catholique, il était père de famille nombreuse, il avait 5 enfants. Il avait 34 ans au moment des guerres de Vendée. Et quelques années avant les guerres de Vendée, il s'était fait connaître puisqu'il avait organisé plusieurs pèlerinages au moment où les prêtres réfractaires étaient persécutés. Il a organisé plusieurs pèlerinages, notamment autour de l'abbaye de Bellefontaine. C'est comme ça qu'il avait acquis une grande renommée et une grande influence dans son pays. Donc, comme je disais, il était connu déjà des paysans quelques années avant les guerres de Vendée, et était aussi connu des républicains, ceux qu'on appelle les pathos, puisque étant donné qu'il était proche des prêtres réfractaires et qu'il organisait ses pèlerinages, et tout intervient au moment de la conscription en février 1793. On demande 300 000 hommes pour aller servir aux frontières, et c'est à Saint-Florent-le-Vieil, donc pas très loin du Pan aux Mauges, que le 10 mars 1793, il y a la révolte des conscrits qui refusent d'aller se battre aux frontières, puisque en plus les bourgeois républicains étaient exemptés de la conscription, et donc c'était les paysans qui devaient aller verser leur sang pour un régime qui avait non seulement persécuté leurs prêtres, mais qui venait de guillotiner leur roi le 21 janvier. Donc c'est pour ça qu'il y a la révolte des conscrits de Saint-Florent, et Catlinaud, au moment où il apprend la nouvelle, il est en train de pétrir son pain. Quand on lui apprend qu'il vient de se passer à Saint-Florent-le-Vieil une fusillade, et donc tout de suite il comprend les malheurs qui vont survenir, et il comprend qu'on est à un point de non-retour, et qu'il ne pourra plus y avoir de retour en arrière à ce moment-là. C'est vrai que là aussi ça fait, on dirait un film, et c'est un de ses cousins qui vient le chercher, il s'appelle Jean Blond, et qui lui apprend la nouvelle de la révolte des conscrits de Saint-Florent. Et par solidarité, Catlinaud dit qu'il faut aller les aider, qu'il faut aller leur venir en aide. Et que déjà depuis plusieurs années, la tension montait, mais là on a atteint ce fameux point de non-retour. Et tout de suite, il a réuni 27 hommes autour de lui. Tout de suite, les gens sont prêts, ils ne vont pas dire qu'ils avaient une occupation à cause de leur métier ou autre. Tout de suite, les hommes sont là. Parce qu'il y avait véritablement des solidarités villageoises à cette époque, et surtout avec Catlinaud qui avait une grande influence dans son pays. Et donc c'est pour ça qu'il réunit 27 hommes, 27 paysans qui quittent leur famille. Et lui-même, Catlinaud, quitte sa femme Louise et leurs 5 enfants, donc qui sont en bas âge. Et donc il y a cet échange fameux où son épouse lui dit « Et nos enfants, qui s'en occupera ?» Et Jacques Catlinaud lui répond « N'aie crainte, Dieu y pourvoira ». Et tout de suite, donc, il prend les armes.
Alors, il faut l'imaginer comment il est. Il est grand, bien bâti, avec de longs cheveux blonds, une belle chevelure. Et il dit à ces hommes qu'il a rassemblés, s'il ne faut mourir, que ce soit moi en combattant. Alors, au départ, donc, ce ne sont pas forcément des nobles qui deviennent chefs. On vient chercher des hommes qui sont connus pour leur bravoure et leur réputation. Et donc Jacques Catlino, c'est étant donné cette réputation de grande dévotion, en fait on décide d'en faire le chef local, mais c'est un chef parmi d'autres là encore. Hein. Mais c'est un des tout premiers à prendre les armes. Donc à ce moment-là, on est le 12 mars 1793, et il rassemble 27 hommes autour de lui, donc ses voisins, ses amis, et ils vont marcher vers le village voisin qui s'appelle la Poitevinière. Là, ça a été leur premier combat. Et ils vont battre les Bleus à Jalais. Et ils vont s'emparer d'une pièce de canon qui s'appelle le Missionnaire, une pièce de canon qui date de l'époque de Louis XIII, donc c'est la première prise de guerre de Catlino et de ses compagnons. Et là, ils vont marcher sur Cholet. Et sur Cholet, ils vont être rejoints par une autre armée qui s'est révoltée au même moment, mais il n'y a eu aucune concertation. Il faut vraiment penser que les guerres de Vendée, c'est pas du tout un complot de nobles ou de prêtres, c'est vraiment un mouvement populaire spontané, un ras-le-bol général qui, avec la conscription, a fait qu'il y a eu donc, un point de non-retour. Et donc au même moment, c'est Stofflet à Molévrier, qui lui aussi n'est pas un noble, c'est un garde-chasse, un roturier, qui a pris les armes autour de Molévrier, qui marche sur Cholet en même temps que Catlino. Et tous les deux prennent la ville le 14 mars 1793. Et Cholet, c'était la grande ville de la région, un nœud de communication, qui était une ville patriote, comme la plupart des grandes villes. Et donc la prise de Cholet, c'est vraiment symbolique, puisque Cholet deviendra la capitale, en fait, la capitale symbolique du pays insurgé. Ah bah, tout de suite, la renommée de Catlino s'est répandue dans tout le pays insurgé, donc sur toute la rive gauche de la Loire. On prête à Catlino des pouvoirs un petit peu surhumains. On dit que c'est un envoyé de Dieu, que les balles le traversent. Donc il y a tout de suite une espèce de mythe qui se développe autour de Catlino. C'est un petit peu le Brevard angevin. Et puis les autres chefs vendéens, qui la plupart sont des nobles, puisque très rapidement les paysans, après aller chercher des roturiers, sont allés chercher des nobles qui connaissaient l'art de la guerre. Eh bien, il y avait déjà cette réputation de Catlino qui fait que même s'il était roturier, il était respecté des autres chefs qui étaient nobles. Donc il y a les autres chefs vendéens qui rejoignent aussi l'insurrection. On a Bonchamp, Delbé, donc dans le même secteur des Mauges. Mais Catlino en fait est un petit peu le premier chef, hein, c'est le premier chef historique. Et c'est pour ça qu'il va avoir toujours, même s'il est moins compétent au niveau militaire, il va avoir cette aura auprès des paysans puisque c'est un des leurs. C'est pas le seul chef roturier, hein, parce que j'ai dit il y a Stofflet, il y en a d'autres, hein, il y a Caddy, il y en a beaucoup d'autres. Mais le plus connu c'est quand même Catlino, hein, dans les chefs roturiers. Et c'est en raison de cette aura qu'il avait sur les hommes que quelques mois plus tard, le 12 juin 1793, après la prise de Saumur, l'armée catholique et royale s'empare de Saumur, donc qui est une grande ville qui commande la Loire entre Tours et Nantes, donc ça fait trembler la Convention. Et c'est à la suite de cette bataille de Saumur que les chefs vendéens nobles assemblés décident d'élire Catlino pour devenir le généralissime en chef de toute l'armée catholique et royale. Donc il faut mesurer la portée symbolique. Alors que c'est une armée royaliste, on nomme à sa tête un roturier, alors que la plupart des chefs d'armée républicaine à cette époque sont des nobles. Il ne faut pas l'oublier. Général Marcet, général Canclos, il y en a énormément qui sont d'origine noble, mais qui ont rallié la République, qui ont pris soin d'enlever leurs particules pour éviter de monter sur l'échafaud. Mais donc il faut voir ce symbole, un roturier à la tête de l'armée royaliste et en face une armée républicaine commandée par des nobles. Un beau symbole. Alors, malheureusement, il va être généralissime très peu de temps. Il avait remporté beaucoup de combats donc, au cours du printemps, donc en avril, mai, juin. Et il est nommé donc, le 12 juin 1793 et c'est 15 jours plus tard qu'il va être blessé mortellement. À partir de ce moment-là, une fois que les Vendéens ont pris Saumur, ils savent pas trop dans quelle direction aller. Beaucoup de chefs vendéens voudraient conduire l'armée sur Paris, sauf que les paysans sont attachés à leurs terres. Et Catlino connaît cet attachement des paysans et à chaque fois ils repartaient donc changer de chemise. Et finalement donc, on décide de descendre vers Nantes, de prendre Nantes puisque c'est un port important qui permet de rejoindre ensuite la Bretagne où il y avait déjà des mouvements de chouannerie qui apparaissaient. Et donc il rentre dans Angers sans coup férir
Et on pense que Nantes aussi va tomber rapidement. Sauf que Nantes a eu le temps de se préparer à un siège et les représentants en mission et généraux qui sont à Nantes sont bien déterminés à tenir coûte que coûte, puisque Nantes c'est la dernière grande ville républicaine de l'Ouest, donc il faut absolument que Nantes tienne coûte que coûte. Et puis donc il y a un manque de coordination entre les Vendéens, il y a Charette qui intervient avec les armées catholiques et royales, mais manque de coordination. Catlino lui va être retardé à Nort-sur-Erdre, au nord de Nantes, parce qu'ils arrivent par le nord. Et donc ils vont être retardés, et suite à ce retard, il va y avoir différents cafouillages avec les autres chefs, et Catlino marche à la tête de ses hommes. C'est pas comme dans l'armée républicaine où les généraux sont bien derrière. Là, c'est Catlino qui conduit ses hommes, parce que les Vendéens ne marchent qu'avec que les chefs vendéens devant eux. Et donc c'est pour ça que Catlino est dans les premiers rangs pour rentrer dans Nantes. En fait, quasiment toute la ville est aux mains des Vendéens, mais il y a un dernier carré républicain qui résiste dans le centre-ville, autour de la cathédrale Saint-Pierre et de la place Viarme, à l'époque place des agriculteurs. Et c'est à cet endroit que Catlino est blessé mortellement d'un coup de feu d'un tireur embusqué. On est le 29 juin 1793. Et les Vendéens, quand ils voient leur chef bien-aimé à terre, gisant dans son sang, eh ben, ils sont épouvantés, ils le ramènent en arrière. Et donc du coup, ils abandonnent la ville, puisque c'est impossible de les contrôler. Surtout qu'il n'y avait pas de chef vendéen à ce moment-là, comme la Roche-Jacquelin qui a été retenue à Saumur, qui aurait pu essayer de retenir les Vendéens, mais non, ils ont abandonné la ville. Et donc c'était une victoire inespérée pour les Républicains, et qui marque en fait un tournant dans les guerres de Vendée. Alors au début, la blessure n'est pas très grave, on pense qu'il va s'en remettre. Il est conduit vers Saint-Florent-le-Vieil, mais le problème c'est que la blessure s'infecte, et donc il va survivre une quinzaine de jours, où il va avoir une agonie très, très dure. Il meurt en fait, ça ne s'invente pas, le 14 juillet 1793, jour de la fête nationale. Et donc ça va durement marquer l'armée vendéenne, puisque donc, le chef historique Catlino meurt ce jour-là. Et c'est Delbé, le général Delbé, qui va lui succéder comme généralissime des armées catholiques et royales. Donc Catlino, il a une vie publique très courte, ça a duré que 3 mois, mais c'était très, très dense, sa vie publique a été très dense. Et comme je disais, il était connu dès le départ pour sa piété, on le surnommait le Saint de l'Anjou. Cette image de Catlino va perdurer dans les années à venir, puisque lui aussi, comme la Roche-Jacquelin ou les Charrettes, il va avoir une postérité. Il va avoir, donc, parmi ses enfants, il y a Jacques-Joseph Catlino, qui va combattre lors des guerres de Vendée de 1815-1832. Et pendant la Restauration, la famille Catlino, pour les services qu'elle a rendus, sera anoblie par Louis XVIII, donc ils deviendront les 2 Catlino. Donc c'est un exemple de promotion par le mérite, comme savait le faire la monarchie traditionnelle. Et donc Jacques-Joseph Catlino, lui, sera assassiné en 1832 par les soldats de Louis-Philippe. Vous savez, quand la chaise de Berry essaie de soulever la Vendée, Jacques-Joseph Catlino est un de ses officiers. Il est assassiné à titre préventif par les troupes de Louis-Philippe, puisqu'on savait que son nom aurait pu rallier donc les paysans des Mauges, parce que le nom de Catlino, c'était un véritable drapeau qui permettait de rallier les paysans des Mauges. Donc il est assassiné en 1832. Et on aura même un autre Catlino qui lui combattra dans les zouaves pontificaux avec justement Charette, le petit-neveu du roi de la Vendée. Vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être tenu informé de toutes les prochaines publications, de laisser un commentaire et de partager la vidéo. Et si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à faire un don via ma page Tipeee ou bien de commander un livre de ma maison d'édition, les éditions Vox Gallia. Merci et à très vite, vive la France!